Chers amis, chers collègues, bonjour à tous et bienvenue pour cette séance du 3 juin 2015 de l'Académie nationale de chirurgie qui va être consacrée à la transplantation pédiatrique, pardonnez-moi, avec un programme que vous avez dû vous procurer. Je commence la séance par le procès-verbal de la séance de la semaine dernière consacrée aux hernies inguinales. Le procès-verbal va être lu par Philippe Topard. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors je vais vous le lire parce qu'il ne s'affiche pas. Effectivement, mercredi dernier, la séance était consacrée exclusivement à la chirurgie des hernies de l'aine et nos orateurs nous ont exposé les mérites et les inconvénients des deux techniques désormais classiques, à savoir la cœlioscopie et l'abord direct. Et en substance, avec la cœlioscopie, il y aurait probablement moins de douleurs chroniques, mais avec un risque plus élevé de complications graves, et avec l'abord direct, probablement moins de douleurs chroniques, bien que un certain nombre d'autres éléments, et en particulier l'utilisation des prothèses et des types de prothèses, interviennent. Jean-Pierre Palot a introduit cette séance, qui était présidée par notre président Georges Mention. Jean-Henri Alexandre a présenté sur l'actualité des plaintes en chirurgie hernière, essentiellement liées d'ailleurs aux douleurs chroniques. Le commentaire était assuré par Philippe Breil et la discussion animée par Edmond Estour et Hubert Joannet. Édouard Pellissier nous a parlé des douleurs chroniques après cure hernie, une marge de progression, point d'interrogation, commenté par Mathieu Beck et discuté par Bernard Lobel, Philippe Bonichon et Philippe Breil. Jean-Pierre Cossa nous a parlé des innovations en chirurgie hernière, matérielle et technique, commenté par Jean-Pierre Palot et discuté par Edmond Estour, Jean-Henri Alexandre. Karim Slim nous a parlé de la cure de hernie inguinale, traitement cœlioscopique ou voie ouverte, quels éléments de preuve, commenté par Hubert Joannet et Mathieu Beck. Hubert Joannet nous a décrit comment opérer une hernie de l'aine en 2015, l'état des pratiques en France, données du PMSI. C'était discuté par Jean-Henri Alexandre, François Guéral et Jean-Pierre Palot. Et enfin, la session s'est conclue avec Jean-François Gillion à propos de l'intérêt des registres en complément des études randomisées, discuté par Karim Slim et Georges Mention. J'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire annuel. Alors, avant de proposer à votre vote ce procès-verbal, et à propos du procès-verbal, je donne la parole à Philippe Pontupet qui veut intervenir. On renoue avec les traditions de l'Académie. Merci, cher Président, et merci également de votre pertinence et bienveillance tout à fait habituelle par rapport à la chirurgie pédiatrique dans cette question des hernies. Effectivement, il n'y avait pas de tonalité pédiatrique dans une séance remarquablement organisée sous l'égide de Palot. Et la raison en est sans doute simple. Premièrement, il y a énormément de différences entre les hernies de l'enfant et celles de l'adulte. Et deuxièmement, les quelques points de similitude ne sont pas faits pour nous apaiser. En résumé, en 2 mots, les différences. Les hernies de l'enfant sont des diagnostics cliniques. La douleur n'y intervient que rarement pour le diagnostic et encore moins à titre de complications ou de points qui émailleraient des suites opératoires. Le diagnostic clinique ne s'accompagne donc en particulier pas de besoin d'imagerie et pas d'échographie, bien que celle-ci soit extrêmement et abusivement pratiquée par nos correspondants. Le traitement est toujours chirurgical et systématique, c'est-à-dire qu'une hernie de l'enfant est opérée à l'âge de l'enfant. Tant pis pour les chirurgiens d'adultes qui devraient en opérer moins. D'ailleurs, j'ai noté qu'il y avait une petite diminution statistique. Il n'y a jamais de pose de prothèse. Il peut arriver qu'un chirurgien d'enfant doive enlever une prothèse malencontreusement mise en place par un chirurgien d'adulte. Ça m'est arrivé une fois. Pour finir, les points de similitude qui ne sont pas faits pour nous apaiser, il y a une très faible progression de la technique cœlioscopique dans le traitement chirurgical des hernies de l'enfant. Et pourtant, 16% en moyenne de hernies de l'enfant sont bilatérales. Et il n'y a pas d'autre moyen sûr de les identifier. Cependant, il y a les mêmes risques que chez l'adulte concernant une technique cœlioscopique par mauvais usage
de la technique elle-même et complications à l'introduction des trocars, ce qui évidemment n'est pas plus agréable chez l'enfant que chez l'homme. Voilà ce qu'il y avait à dire, en terminant sur un point quand même péjoratif, qui est celui du pourcentage d'atrophie testiculaire conduisant à des plaintes dans la cure des hernies de laine chez l'adulte. Eh bien, chez l'enfant, c'est la même chose, et c'est bien grave de perdre un testicule à l'âge de 5 ou 6 ans. Voilà les quelques commentaires que j'ajouterai au procès-verbal, en précisant que la session qui était consacrée à la hernie de laine chez l'adulte se suffisait en elle-même et que ce sont de simples commentaires. Très bien. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir par rapport à ce procès-verbal? Sinon, on va le mettre au vote. Alors, qui s'oppose à ce procès-verbal? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. Alors, vous savez que l'Académie se réserve le droit d'insérer en début de séance une communication rapportant une innovation chirurgicale nécessitant une diffusion rapide. C'est le cas aujourd'hui, et en plus en pleine immersion pédiatrique. Je dois donner la parole à messieurs Chardot et Aigrin à propos de la séparation de bébés siamois omphalopages, une intervention qui a été largement médiatisée dans les jours précédents et dont vous allez avoir les informations en direct par les spécialistes concernés. Sous réserve que la technique suive. Premièrement, une information pratique. Madame de Coville a obtenu à la Maison des Polytechniciens l'abaissement du tarif du dîner de 8 €, 98 à 90. Deuxièmement, la réunion de Montpellier aura bien lieu. Réunion organisée avec l'équipe du professeur Navarro, avec le soutien de Stors, qui devait avoir lieu le 12 juin, puis fin septembre, elle a lieu avec certitude le 18 septembre, c'est un vendredi. Il y aura le 17 septembre, c'est-à-dire la veille au soir, le jeudi, un dîner après une visite du musée d'anatomie de Montpellier, qui est très bien. Cette séance sera consacrée à toutes les innovations en chirurgie hépatique. On doit beaucoup à Fabrizio Panaro, qui est un ancien élève de Daniel Geck, d'avoir tout organisé très rapidement ces derniers jours. Ce sera en fait une séance méridionale à laquelle participeront les spécialistes de la chirurgie hépatique du sud de la France. Enfin, nous avons reçu du professeur Jean-Pierre Richer de Poitiers un exemplaire d'un magnifique ouvrage d'anatomie clinique, très très bien illustré, très moderne, très didactique, qu'il nous offre à l'Académie et nous en remercions beaucoup. En tant que traducteur et adaptateur français, oui. Mais ça fait rien. C'est un énorme travail quand même. Oui. Ça fait combien de nuits et combien de week-ends? 1 an? 9 mois. Ouais. Ça s'appelle une grossesse. Le bébé est magnifique.